Et c'est parti pour le dernier point actu hardware de cette semaine. Aujourd'hui, vendredi 5 mars 2021. Au programme, on va commencer avec un bon plan, un nouveau jeu offert sur l'Epic Game Store, ça régale. Ensuite, on traitera d'une petite news sur le nombre d'abonnements à la fibre en France. Et on vient de dépasser un record. De toute façon, on ne peut que dépasser des records. On continuera sur un sujet qui nous préoccupe beaucoup ces derniers temps, la pénurie des puces électroniques et des mauvaises prévisions, hein, clairement. On parlera ensuite de Shadow ou de Blade, enfin des deux en vrai, qui avait fait parler de lui en disant qu'ils étaient en difficulté financière et qu'ils cherchaient repreneurs, visiblement des gens intéressés, des gens qui sont prêts à investir dans ce service qui est pour le coup totalement dans l'air du temps et prometteur. Donc c'est pas vraiment étonnant. On continuera avec du water cooling all-in-one, donc préinstallé de la marque MSI avec des petites fonctionnalités sympas, certaines intelligentes, certaines que moi j'aime bien. On n'a pas les prix ici, ce sera pas probablement assez élevé en termes de prix, mais ils sont plutôt sympas. On parlera ensuite de prix, le prix des SSD Intel annoncé il y a peu, qui est déjà à la baisse, et déjà qu'ils étaient pour le coup plutôt intéressants. Là on commence à être sur de l'ultra compétitif et ça fait plaisir. Et on finira avec des écrans, 3 écrans, un écran MSI pour du gaming compétitif, un écran Philips pour du gaming aussi, mais peut-être plus pas compétitif, ça c'est sûr, plus jeu solo, jeu d'immersion. Là, vous allez vraiment pouvoir kiffer. Et le dernier, c'est un monstre, un grand écran de 49 pouces de la marque AOC. On sera sur du 1440 ultra wide, donc 49 pouces, hein, c'est énorme, comme à comparer avec le G9 de chez Samsung qui fait la même taille. On peut commencer tout de suite avec le bon plan, probablement la meilleure news du jour, un jeu gratuit. Forcément, ça peut être qu'une bonne nouvelle. Ici, on parle de Wargame Red Dragon, offert sur l'Epic Game Store. Je vous avoue, je connais pas. Je connais pas ni ce titre, ni la série des Wargames. Mais ça a l'air d'être un truc genre de gestion de guerre, d'affrontement, de territoire. Je testerai, ça a l'air sympa à voir. Au passage, ils en profitent pour mentionner que il y a des DLC qu'on peut acheter pour enrichir l'expérience de jeu. Bah oui, ils vont pas s'en priver, ils nous offrent le jeu et ils essayent tout de même de nous faire dépenser notre argent. Ça reste une entreprise. Mais honnêtement, ça va partir en test très vite pour moi. J'ai bien envie de savoir à quoi ça ressemble. Et truc de stratégie, ça peut être mon truc. En tout cas, c'est gratuit. En général, ça dure une semaine, le temps que le jeu est gratuit. Donc allez-y, profitez-en pour le récupérer. Vous n'avez même pas besoin de le télécharger tout de suite, vous avez juste à l'ajouter à votre bibliothèque. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il vous faut un compte Epic Games. Mais si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous avez un PC et que vous jouez sur un PC, faites-le. Il y a régulièrement des jeux offerts plutôt intéressants. Donc ne vous en privez pas, c'est gratuit. On continue avec de la fibre optique en France, chez nous, et on a officiellement dépassé la barre symbolique des 10 millions d'abonnements fibre. Alors ça ne représente pas grand-chose parce que forcément, on ne dit pas vraiment comment sont répartis ces 10 millions. En plus, on imagine que ils ont additionné la partie particulier et la partie professionnelle. Donc forcément, ça multiplie
le nombre d'abonnements potentiels, mais ça montre, vu que c'est un record pour nous, c'est une barre jamais franchie, forcément on développe la fibre optique et on l'installe de plus en plus. Ça montre que ça s'améliore, la fibre optique continue de se déployer malgré les crises, la crise sanitaire notamment. Donc c'est cool, même si, il faut pas se mentir, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas accès à un internet correct, sans parler de la fibre optique. À noter que sur de la DSL classique, on peut aller jusqu'à 25 mégas théoriques. Déjà, qui a 25 mégas théoriques? Sans compter les gens qui sont en fibre optique, bien sûr. Eux, ils ont largement les 25 mégas. Mais surtout, toute personne qui est sur ligne cuivrée, qui a réellement les 25 mégas dont il est censé bénéficier, assez peu. Donc effectivement, le jour où vous passez à la fibre, et du coup la fibre en général c'est l'abonnement le moins cher, vous avez 300 mégas, un truc comme ça, forcément la différence est juste incroyable. Mais c'est encore pas pour tout le monde, et forcément plus vous êtes proche soit d'un pôle industriel, soit d'une grande métropole, plus vous avez potentiellement de chances d'être éligible à la fibre et à l'avoir tôt. Là où si vous êtes en plein milieu de la campagne, c'est bien plus compliqué parce qu'il faudra amener la fibre jusqu'ici. Et c'est aussi ça qui prend du temps. C'est pas tellement le déploiement chez les particuliers, c'est aussi le déploiement des ce qu'on va appeler les autoroutes du réseau qui permettent de faire transiter les données de tout le monde. Et ça c'est plus long. Mais ça continue de progresser et heureusement, parce que vraiment aujourd'hui, être privé d'un réseau correct, c'est quand même de plus en plus problématique, là où de plus en plus de services nous imposent le passage par Internet, en plus parfois sur des sites qui sont très mal optimisés, très mal codés, sur des serveurs qui ne sont pas du tout performants. Tout ça est encore un autre problème. Mais si tout ça plus une mauvaise connexion de votre côté, la démarche est encore plus laborieuse. Donc vivement que tout le monde ait accès à la fibre, même si ça n'arrivera probablement jamais malheureusement. J'ai vu aujourd'hui ou hier, je sais plus, un article qui parlait de l'opinion des Français sur Starlink, le système d'internet par satellite de SpaceX. Et visiblement les gens n'ont pas l'air très tentés. Ça a l'air ce qui est étrange parce que au final Starlink promet beaucoup, à voir s'ils y arrivent, mais ils promettent 300 mégas avec maximum 20 millisecondes de ping par satellite. Et c'est du coup on arriverait sur du bon réseau, l'équivalent presque de la fibre optique, en tout cas bien supérieur à la ligne cuivrée. Et ça déjà, ce serait probablement une solution au moins temporaire, le temps d'acheminer la fibre un peu plus partout. Mais imaginez des coins du genre dans les montagnes, avant qu'ils aient de la fibre optique, je pense qu'on se tournera plus vers le satellite, si on a besoin d'un réseau stable. Mais c'est intéressant que ça progresse, sûrement pas assez vite pour les gens qui n'ont pas encore la fibre, ce que je veux bien comprendre. Surtout que la fibre, ça change vraiment tout. Passer d'une ligne cuivrée à de la fibre, ça n'a rien à voir. On continue sur un sujet dont on parle beaucoup ces derniers temps. En même temps, comment ne pas en parler? La pénurie des puces électroniques. Voilà, on nous annonce des mauvaises prévisions jusqu'en 2022. C'est possible. C'est possible, honnêtement. Forcément que c'est possible. À l'heure actuelle, on n'a pas de solution. Donc on ne peut pas envisager un retour à la normale avec une production suffisante pour tout le monde.
là où aujourd'hui on n'est pas capable et on ne sait pas comment augmenter la production. Les Chinois seront peut-être une des clés qui nous feront sortir de cette pénurie. Mais du coup, on deviendra dépendant en plus des Chinois. Mais ça peut être une clé. Ça va pas être l'Europe. L'Europe ne peut pas être une clé on va pas se mettre du jour au lendemain à créer des usines de trucs, de procédés qu'on ne fait pas. Donc c'est peu probable. Je pense que les États-Unis aimeraient bien que ça soit eux la solution. Mais pareil, ça semble compliqué. En tout cas, à court terme, ça semble vachement compliqué. À long terme, je dis pas, et je pense que c'est un peu leur objectif. Même si on a vu que parfois, les pénuries pouvaient arriver alors que les usines étaient au sein du même pays. Rappelez-vous l'usine de Tesla qui a été arrêtée parce que des puces qui venaient d'Austin au Texas ne fournissaient plus. Donc, à l'heure actuelle, on peut que dire qu'on est dans on est dans un mauvais moment, on est dans des problèmes dont on ne trouve pas les solutions. Donc forcément, on ne peut pas dire ça va bientôt se résoudre. C'est sûr que non. Et si on ne trouve pas de solution nouvelle qui change vraiment la donne, forcément, ça durera jusqu'en 2022. Parce que là, la demande croît en permanence, mais pas la production. Et même si la production croît, elle est déjà en retard. Donc est-ce qu'elle peut atteindre le niveau de demande? Ça paraît peu probable à l'heure actuelle si on change pas des trucs. Donc oui, c'est mauvais. Du coup, ça entraîne pour nous, gamers, notamment des problèmes sur l'alimentation, les arrivées, les stocks de cartes graphiques. Ça, c'est sûr, ça, on le constate. Mais ça pose plein d'autres problèmes. Si on voit ça d'un point de vue un peu plus global, oui, les gamers, ils n'ont pas leur carte graphique. C'est chiant, je suis d'accord. Mais si la moitié du secteur automobile mondial ne peut plus produire de voitures, je parle même pas que des entreprises qui produisent des voitures électriques, parce que eux c'est encore plus compliqué. Mais même aujourd'hui dans les voitures plus normales, on a toujours beaucoup d'électronique. Si un jour on arrive à arrêter des lignes de production massivement dans le secteur de l'automobile parce que manque de pièces, manque de puces électroniques, ça risque d'être un vrai gros problème massif. Et ça, je parle de l'automobile, mais on peut aller sur d'autres secteurs. Maintenant, quasiment tous les secteurs de production embarquent de l'électronique, c'est incroyable. Pas tous forcément, mais voilà, ça représente énormément d'argent, de gens, de travail, d'usines. Personne n'a envie que ça s'arrête parce qu'on a pu la petite puce à mettre à la fin. Personne n'a envie. Donc, pour l'instant, on tremble. Forcément, on dit il n'y a pas d'avenir radieux. Effectivement, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais à nous de trouver des solutions. Enfin, à nous, pas à moi, hein, parce que moi, je suis pas dans une entreprise comme ça. Mais à eux de trouver des solutions. Et il faut en trouver. C'est pas se dire on verra quand on arrêtera les lignes de prod. Il faut se dire maintenant, c'est déjà un vrai problème. Il faut trouver une manière de au moins diminuer le problème. Si on n'arrive pas à le régler, on commence par le diminuer. Et ensuite, petit à petit, s'ils mettent des gens intelligents avec les moyens nécessaires pour faire quelque chose, ils trouveront des solutions. On n'est pas incapable. Mais voilà. Et on a vu les Américains notamment faire pression, des pressions qui restent légères parce que voilà, ça reste des pays étrangers. Donc on y va mollo mollo. Mais faire des petites piques pour dire voilà, on a besoin, on veut pas être à court et tout.
Mais tout le monde va le faire. Tout le monde va le faire, au bout d'un moment, ça va être celui qui paye le plus cher. Donc, c'est pas une solution non plus à long terme de mettre la pression pour dire c'est pour nous. Parce que si tout ça va aux États-Unis, ça ira pas autre part. Et au final, on peut pas plomber. On peut pas privilégier plutôt un pays plutôt qu'un autre. Ce serait dommage. Il vaut mieux trouver des solutions qui apportent un peu à tout le monde. Excusez-moi. Ah, ça va mieux. Euh, du coup, pour l'instant, un problème. À nous de trouver des solutions. On peut en trouver. Il faut mettre des moyens, des gens et des ressources pour créer des solutions. Mais il faut le faire. Il faut le faire avant que ça soit la panique totale chez tout le monde. C'est important. On continue avec Shadow ou Blade. Shadow étant le service et Blade étant l'entreprise dont on a parlé un peu plus tôt cette semaine, qui nous expliquait qu'ils étaient en crise, en vraie crise financière et qui cherchaient des investisseurs ou potentiels repreneurs. Ici, on nous annonce que visiblement il y a du monde intéressé. On nous parle d'un fonds d'investissement, GSB Venture. Je connais pas trop les noms des fonds d'investissement. Créé par le fondateur d'OVH. Donc des gens qui potentiellement connaissent un petit peu, seraient fortement intéressés à l'idée de racheter Blade, l'éditeur de Shadow, à voir si derrière ce qu'ils veulent en faire forcément. Mais c'est pas étonnant que des gens croient en ce service qui a un potentiel vraiment immense, qui nécessite malheureusement des ressources énormes aussi pour être mis en place de manière efficace pour rendre le service fluide et fiable. Parce que s'il n'est pas fluide et fiable, c'est mort. Et en plus, évolutif, il faut qu'on puisse, si on le souhaite, avoir du matériel dernière génération en permanence. C'est quand même le principe. Sinon, à quoi bon louer un ordinateur à distance? C'est ça le principe, c'est louer un ordinateur à distance. Si on ne peut pas bénéficier de matériel évolutif, dans ces cas-là, autant acheter son propre PC. Donc ça m'étonne pas que des gens pensent que ça peut marcher. Et effectivement, ça peut marcher. Il faut clairement soutenir le projet, surtout financièrement, pour que ça marche. Et aussi lui ouvrir des portes quant à l'accès au matériel dernière génération. Voire créer des partenariats entre, pourquoi pas, des hébergements de serveurs et un service comme Shadow. Mais effectivement, tout seul, ça semble compliqué. Là, on voit que d'autres géants le font de manière plus ou moins similaire. Mais on parle de géants tels que Google ou Amazon qui, eux, en plus, sont propriétaires de serveurs et de technologies de serveurs. Donc, ils ont la main sur tout et ils peuvent plus largement le faire. Là où Shadow partait de de quasiment rien en termes d'infrastructure réseau. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Mais l'idée, encore une fois, est juste géniale pour quelqu'un qui souhaite bénéficier d'un ordinateur à distance très performant avec les dernières générations de composants sur n'importe quel appareil. C'est aussi ça l'intérêt, que ça soit votre ordinateur de base qui ne coûte pas très cher et qui ne fait pas tourner grand chose, mais ça du coup ça marche à condition que vous ayez une bonne connexion, bien sûr. Mais aussi votre smartphone, votre tablette,
Je sais pas si ça marche sur télé, mais en théorie, pourquoi pas. Enfin, toute cette constellation d'appareils qui, de base, n'est pas forcément très performant et ne fait pas forcément tourner grand-chose, qui, associé à ce service, permet de faire tourner n'importe quoi dans les meilleures conditions possibles. Encore une fois, à condition que vous ayez un internet très performant. Sinon, vous allez vite ressentir du lag et ce sera beaucoup moins sympa. Mais l'idée est bonne. Par contre, il ne faut pas traîner. C'est un peu le problème. L'idée est bonne, l'idée est dans l'air du temps. Mais s'ils font pas bien maintenant et qu'ils n'arrivent pas maintenant à se faire un vrai nom et une vraie place, ils tiendront pas quand les géants le font et pourront s'imposer parce que c'est des géants et qu'ils ont une marge de manœuvre bien plus grande. Donc, il va falloir le jouer assez vite tout de même, soit leur filer un gros groupe, soit le renflouer pour en faire un service à part entière. Pourquoi pas trouver un partenaire, comme je vous disais, avec une entreprise d'hébergement de serveurs ou ce genre de trucs. En tout cas, les idées sont multiples. On peut en faire des trucs et ils ont bien raison d'investir là-dedans. Il y a du potentiel. On continue avec quelque chose qui a du potentiel aussi, même si je vais pas être le plus objectif du monde, vu que c'est de ma marque de cœur MSI. Ce sont des kits de water cooling all-in-one, donc prêts à être installés. Ici on voit le modèle 360, le K360, mais il existe aussi en modèle 240, donc vous le coupez ici et vous avez un ventilateur de moins. Quel est l'intérêt? Je vérifie, mais il n'y a pas... Non, c'est bien ça, il n'y a pas le prix. Pas le prix. Seul truc qui est un peu dommage, du coup version 240 et version 360, les petites ingéniosités de ce produit. Déjà, vous pouvez voir qu'il est RGB de partout, ce qui régalera tous les fans de RGB. Ensuite, on peut voir le petit logo sur le dessus du waterblock. En fait, ce n'est pas juste un logo, mais c'est un écran qui peut être personnalisé. Et ça, c'est assez incroyable. Moi, c'est le petit truc que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup l'idée d'avoir un écran personnalisable. Souvent, ça coûte très cher. Parfois, c'est en option. Et vous le payez très cher. C'est malheureux, mais c'est quand même très stylé et c'est bien de pouvoir y avoir accès. C'est pour ça que j'ai un peu peur des prix aussi. Mais la deuxième ingéniosité de la chose, c'est qu'on a un fonctionnement différencié sur les ventilateurs. Je vais vous expliquer tout de suite. En gros, le principe est assez simple. Ils se sont dit, quand le processeur est plutôt au repos et qu'il n'émet pas forcément beaucoup de chaleur, il n'a pas forcément besoin d'être beaucoup refroidi. Et peut-être que si on fait tourner un seul ventilateur doucement, ça peut le maintenir à la bonne température sans tout faire tourner, sans que tout fasse du bruit. Et donc, l'idée est que à partir, vous avez des seuils de température que vous pourrez fixer vous-même, soit vous le mettez en automatique, soit vous le fixez vous-même. Et donc, en dessous du seuil, seul le ventilateur le plus proche des tuyaux sera en fonctionnement à une vitesse réduite. Et si on dépasse le seuil, les deux autres ou l'autre, suivant si vous avez le modèle 240 ou 360, se mettent en marche, doucement aussi, jusqu'à arriver à la même vitesse que le premier. Et ensuite, ils montent tous en fonction de la température. Je trouve ça intelligent. Je trouve ça plutôt bien malin de pouvoir faire ça. Et que ça soit intégré au kit. Surtout qu'en vrai, c'est pas très compliqué à faire pour eux derrière. Donc, c'est vraiment très malin. Encore une fois, j'ai un peu peur de savoir le prix. Je les ai pas, mais de savoir le prix de ce matériel, vu qu'on y retrouve déjà seulement en modèle 240 et 360 un écran sur le waterblock et les 2 ou 3 ventilateurs RGB. À mon avis, il sera plutôt cher.
Mais j'aime bien et j'ai envie de me dire que s'ils sont pas trop chers, ça peut être super intéressant, même si je doute qu'ils soient très abordables. L'idée des fonctionnements, des vitesses de ventilateur, pas forcément en même temps, c'est une très bonne idée. Je trouve que ça a du sens. Donc c'est bien qu'ils essayent des nouveaux trucs. On va continuer avec du prix. Du prix sur des SSD, on en avait parlé plus tôt cette semaine aussi. Des SSD Intel avec des débits plutôt sympas. T'es sur des bons débits sympas de PCI Express 3.0, donc pas les dernières générations, mais compatibles avec un maximum de trucs, pour le coup. On avait donné des prix en dollars qui étaient déjà plutôt corrects. Je rappelle, 89 $ pour 512 Go, 154 $ pour 1 Tera et 329 $ pour 2 Tera. Et les prix sont déjà à la baisse. On est déjà descendu à 69 $ pour 512 Go. On a quand même perdu 20 $. 129 pour 1 Tera et 249 pour 2 Tera. Franchement, c'est assez ouf comme baisse de prix. Imaginez, le 2 Tera, il passe tout de même de 329 à 249. Et ça en fait des SSD ultra attractifs. On est sur des prix vraiment sympas, on est sur des débits vraiment sympas pour du PCI Express 3.0. On ne pourra pas atteindre les débits du PCI Express 4.0 forcément. Mais clairement, 129 $ le Tera, je trouve ça plutôt peu cher pour ce genre de stockage aussi performant. Donc ça fait vraiment plaisir que Intel essaye de casser un peu ses prix pour en faire vraiment quelque chose d'attractif. Et voilà, que dire de plus que si vous pouvez les acheter à ce prix-là, foncez, hein, ça va être un régal. Clairement, 250 $ pour 2 Tera, c'est quand même pas très cher. On finit avec les écrans. 3 écrans au programme. Le premier, on est sur de l'écran plutôt orienté gaming, voire gaming compétitif. Même si on mélange deux trucs. On mélange du 165 Hz et une définition 1440p. Donc c'est un peu un mix entre du Full HD 240 Hz et de la 4K, pourquoi pas seulement 60. On va au milieu, à la rencontre des deux, pour créer cet écran qui est, encore une fois, MSI, donc pas objectif du tout, mais qui est plutôt sympa. Vous avez tout de même une très belle résolution que vous pourrez faire tourner, puisque la 4K est encore difficile à faire tourner avec beaucoup d'images par seconde. Ici, vous aurez une belle résolution, la possibilité, si vous avez vraiment du bon matériel, d'atteindre les 165 images par seconde en 1440p sur des jeux qui le permettent. Il est stylé, en vrai il est stylé. C'est encore un 1440p, ça devient un peu la mode, oui. Encore une fois, c'est la rencontre entre du Full HD qu'on a depuis longtemps et qu'on commence à en avoir marre, et de la 4K qui est encore très exigeante. Et du coup, ça permet d'avoir des hautes fréquences de rafraîchissement sur un produit qui aura une belle résolution. C'est bien. On n'a pas beaucoup d'infos sur cet écran. Comme je vous ai dit, QHD ou 1440p, c'est la même chose. 165 Hz. On est sur une dalle VA, si je me trompe pas. Je me trompe peut-être. Non, c'est ça, dalle VA. Temps de réponse de 1 ms, très classique. Il est incurvé, ça se voit pas trop ici, mais il est incurvé. En termes de connectique, on a tout ce qu'il y a de plus classique. On a 2 HDMI et un DisplayPort. On n'a pas d'HDMI 2 points, mais on n'en a pas besoin parce qu'il n'est pas en 4K 120 images par seconde. Et on a de l'USB type C
ce qui devient de plus en plus courant sur les écrans un peu haut de gamme. Ici, il sera un peu haut de gamme, il sera un peu cher. On n'a pas de prix malheureusement, et j'aurais du mal à lui donner un prix. Mais je pense qu'il sera un peu cher tout de même. 27 pouces, il est classique en termes de taille. On n'est pas sur un très grand écran, on n'est pas sur un petit écran non plus. Mais bon, il est incurvé et tout, on va pas aller incurver des tout petits écrans, ça aurait plus vraiment de sens. Donc plutôt sympa, vraiment, vous pourrez faire un peu de compétitif. Vous n'aurez pas les 240 Hz, mais 165 c'est déjà pas mal. Vous pourrez profiter de beaux paysages dans une haute résolution qui est le 1440 pour vos jeux solo. C'est un bon compromis, à voir s'il y a un compromis sur le prix. Ça on ne sait pas, et pas non plus de date de sortie. Mais j'aime bien, j'aime bien. Et puis vous avez classique borderless sur 3 bords. Maintenant très classique. Et le pied c'est vrai que j'ai rien dit, mais plutôt sympa. Encore une fois, assez classique, mais plutôt sympa. On continue avec... Je vous avoue, c'est un peu mon chouchou. Je vous le montre tout de suite, voilà à quoi il ressemble. Alors comme ça, il paye pas trop de mine. Mais en vrai c'est un petit costaud. C'est un petit costaud, on retrouve encore un écran de 27 pouces, donc même taille que celui d'avant. Il n'est pas incurvé ce coup-ci. Par contre, on a de la 4K. On va pas aller chercher les hautes fréquences de rafraîchissement, on s'arrête à 60 Hz. Ça suffit. Il est là pour l'immersion. On va avoir les trucs classiques de... On n'a pas un ms, on a 4 ms sur celui-là. Et le Nvidia, le AMD FreeSync ou un truc comme ça. Sur du 60 Hz, on s'en fout un peu. Mais surtout, il est Ambilight. Si vous ne savez pas ce qu'est l'Ambilight, c'est la technologie d'immersion par la lumière de Philips. Et en gros, les bords de cet écran vont faire de la lumière par rapport à ce qu'affiche l'écran. Et ce qui est en plus très fort, c'est qu'il le fait sur ces 4 bords. Donc vraiment, il le fait pour une immersion totale. Alors, c'est une technologie qui fait un peu débat. Plein de gens trouvent que ça sert à rien. Mais en vrai, c'est pas mal. Pour l'immersion, pour un truc qui est censé être immersif, ça va ajouter quelque chose. C'est sûr que pour regarder la télé, le journal de 20h, non, pas trop. Là-dessus, pas trop, je suis d'accord. Mais dans un film comme ça, en vrai, c'est plutôt pas mal. Et même dans un jeu, ça peut être vachement bien si c'est bien intégré par le jeu et que tout se fait de manière fluide et naturelle. C'est quand même une super idée. Alors j'aimerais avoir le test sur... Voilà, là-dessus. Voilà, du coup c'est ultra éclairé, donc... Donc j'avoue que ça rend pas super bien, mais... On l'a pas dans... Plus dans le noir. Donc vous voyez, en gros, chaque bord de votre écran a des petites LED qui émettent de la lumière d'une couleur qui est générée en fonction de ce que votre écran affiche en temps réel, ce qui permet d'augmenter l'immersion. Je trouve ça vachement stylé. Et le dernier point, et pas le moins important, c'est qu'il n'est pas si cher que ça. Alors, je vais vous le dire tout de suite, il coûte normalement 450 €. Oui, c'est plutôt cher, surtout pour un écran 27 pouces, mais on est sur un écran 4K, et croyez-moi, les écrans 4K valent plutôt cher. Ici, on profite en plus de l'Ambilight sur les 4 bords, et du coup, c'est bien ça, AMD FreeSync, jusqu'à 60 Hz, 4 millisecondes. Je trouve que l'idée est vachement sympa, je trouve que l'Ambilight est sous-coté. Et je trouve ça dommage que seul Philips ait cette technologie. Je trouve que ça
il y a du potentiel dans cette technologie. Encore une fois, c'est pas adapté à toutes les applications. Sûr que si vous êtes sur votre bureau, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'avoir l'effet Ambilight. C'est paramétrable, bien sûr, vous pouvez l'enlever si ça vous plaît pas. 450 €, un écran 4K 27 pouces, c'est plutôt ok, et l'Ambilight apporte beaucoup. On regrettera peut-être de ne pas aller chercher les 120 Hz, mais à ce prix-là, on ne peut pas tout avoir. C'est déjà plutôt sympa, et un prix plutôt attractif. On finit avec le monstre, le mastodonte, l'écran AOC avec un nom de référence que je ne prononcerai pas, qui est ici. 49 pouces, ultra large, 1440p encore, et 120 Hz. Voilà le monstre. En vrai, il est énorme. Il ressemble vachement au G9 de Samsung, en un peu réduit, parce que on a seulement 120 Hz et pas les 240 du Samsung. Mais sinon, on est vraiment sur des trucs semblables, d'Alvea, 49 pouces. En gros, ça fait deux 27 pouces collés. Voilà, incurvé, de 48 à 120 Hz. On a les 4 millisecondes de temps de réponse. Du tout ce qu'il y a de plus classique, un prix de 1150 €, donc un peu moins cher. Enfin, même 200-300 € de moins que le Samsung, si je me trompe pas. Il doit être à 1450-1500 peut-être, le Samsung. On divise par deux les Hertz. En vrai, c'est des écrans qui sont sur le papier vachement bien. On se dit, voilà, il est immense. Au lieu d'avoir 2 ou 3 écrans, je prends ça, un seul écran, j'ai tout. Alors oui, par contre, ça impose aussi d'avoir un logiciel de gestion des fenêtres, parce que sinon, ça devient vite le calvaire, forcément. Parce que vous ne pouvez pas le diviser en plusieurs écrans virtuels. Toujours le même problème. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est incroyable. Sinon, il sera vachement bien. On sera sur du très bon matériel. Il coûte 1150 €, ce qui est plutôt correct pour ce genre d'écran qui est quand même massif. On parle d'une dalle de 49 pouces. Hein. Incurvé pour un PC. Hein. On est sur quelque chose de assez incroyable. Mais ça coûte cher. Et honnêtement, c'est pas pour toutes les utilisations. Pour certaines utilisations, ce sera juste l'outil ultime. Imaginez, par exemple, pour faire de la simulation de course automobile ou de pilotage d'avion incroyable. Pour faire de la bureautique, ça restera mieux d'avoir 27 pouces, je pense. C'est aussi ça le problème. Mais c'est des écrans qu'on retrouve de plus en plus, ce type d'écran ultra grand, ultra large, incurvé, qui est là pour englober tout un bureau. Encore une fois, l'ultra large est pas toujours très bien géré. En vrai, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre ce type d'écran. Je trouve juste que il ne marche pas bien avec grand chose. Parce qu'il y a encore beaucoup de jeux qui ne prennent pas en charge l'ultra large. Et le pire sur ce type d'écran, c'est tout de même d'avoir des bandes noires sur le côté. Dans ces cas-là, l'écran perd beaucoup de son intérêt. Et c'est un peu ma hantise sur ce genre d'écran. Mais je comprends que ça fasse rêver plein de gens. Et j'imagine que si moi aussi je l'avais chez moi, ça me ferait rêver. Je n'en doute pas. Juste, il faut que ça se démocratise et que ça soit compatible avec tout avant que ça me fasse vraiment rêver, quoi. Voilà qui conclut notre dernier point actu hardware de la semaine. J'espère que vous avez apprécié
ce point actu, que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours. Je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Et on se retrouvera lundi 18h pour la suite de l'actu hardware et des nouvelles infos croustillantes. Merci d'avoir regardé.